Du bon et du moins bon pour ce top flop, j'ai 15 titres à vous présenter, alors c'est parti. À la dernière place du classement, je suis définitivement pas convaincue de La sorcière aux champignons. J'ai lu le tome 5 qui vient juste de sortir et j'ai vraiment du mal avec cette série. Autant ça partait très bien, autant là je m'ennuie un petit peu. Et de quoi parle ce titre? Eh bien au départ en fait l'histoire elle est super cool et c'est pour ça que ça m'avait attirée. Vous avez une sorcière qui est rejetée par tout le monde puisque c'est une sorcière noire qui fait en sorte de purifier l'air, et en purifiant l'air vous avez tout un tas de champignons qui poussent autour d'elle et ce qui fait justement qu'elle arrive à mettre un peu plus d'hygiène dans le monde qui l'entoure. Mais bon bref, les gens trouvent ça bizarre. On est dans un univers un peu fantastique, médiéval. Donc voilà, on voit cette jeune femme d'un mauvais œil et elle recueille un jeune garçon qui lui aussi est rejeté pour en faire son disciple. Vous avez tout un univers qui est très bien d'ailleurs. On voit que l'auteur va vraiment dans le détail pour nous décrire tout le lore autour de ce titre. Vous avez vraiment tous les vêtements qui sont détaillés, la décoration de chaque endroit où ils vont. Enfin bref, c'est vraiment très minutieux. Mais les personnages, surtout masculins, je trouve qu'ils se ressemblent un peu tous. Je vois pas trop où est la romance parce que je trouve qu'on nous l'a dit plutôt qu'on la ressent et je trouve ça un petit peu dommage. C'est un peu niais aussi quand même. C'est mignon mais c'est un peu trop mignonnet pour moi. Je pense pas être la cible. Pourquoi est-ce que j'ai particulièrement pas adhéré à ce titre? Parce qu'on rentre dans une structure qu'on voit arriver à 10 km. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce qui va se passer puisque vous avez une surveillance qui va se mettre en place autour du jeune garçon et de cette sorcière et puis on voit très bien que les méchants instructeurs et surveillants vont devenir amis avec eux, vont les adorer, vont tout faire pour les protéger. Ça on le voyait venir, franchement il n'y a aucune surprise, donc c'est ce qui m'a un petit peu déçu, c'est ce caractère ultra classique quand même des schémas narratifs. Bon. À la place numéro 14, vous l'avez vu, j'ai pas accroché, le tome numéro 1 de Dan Dadan. Ce qui ne m'empêchera pas, je vous le dis tout de suite, de quand même me forcer à lire le numéro 2. Dan Dadan, vous avez deux jeunes gens qui l'un croit en du paranormal mais de type UFO, ovni, et l'autre dans du paranormal mais du type fantôme, et puis ils se retrouvent dans des histoires mais complètement rocambolesques. Bon, ça va à 1000 à l'heure, hein. Les deux persos principaux sont plutôt sympas, plutôt cool, mais c'est un humour, surtout dans ce premier, enfin pas lu le reste, hein, mais d'après ce qu'on m'a dit après ça va mieux, mais ce premier tome est quand même très pipi caca en dessous de la ceinture. Les personnages sont cool, donc je comprends que peut-être après ça évolue et que certains sont vraiment très accrochés à la série, et vraiment j'ai vu tout type de commentaires dans la vidéo qu'on avait faite avec Adrien, ça c'était très marrant. Vous avez les pros Dan Dadan et puis ceux qui ont comme moi pas du tout adhéré à ce premier tome. Moi j'ai les 9 ou 10 qui sont sortis. Donc je vais peut-être quand même tenter de lire la suite, mais je vous avoue que pour ce premier tome là, j'ai eu du mal, hein, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Hein. À la place numéro 13, un one-shot, My Broken Mariko. Ça nous parle d'une jeune femme dont la meilleure amie est décédée et on suit sa quête pour qu'elle honore, disons, le souvenir de sa meilleure amie qui vraiment n'a pas eu de chance dans sa vie. Déjà toute petite, ses parents ne prenaient pas du tout soin d'elle, et puis après elle a reproduit des schémas malheureux avec ses relations amoureuses, avec sa famille, avec son travail, et donc elle a commis l'irréparable. Et donc sa meilleure amie tente de essayer de comprendre ce qui s'est passé, même si elle a une petite idée, et puis surtout d'accéder à ses dernières volontés. Bon, c'était ok, un peu... J'ai pas trop apprécié le personnage principal, je trouvais que c'était très caricatural, ça manquait un peu de subtilité, c'est vraiment pas inoubliable comme titre, et d'ailleurs ça fait un petit moment que j'ai lu et je me souviens un peu de tout ce que j'ai lu, c'est juste qu'elle va à la mer pour déposer les cendres ou quelque chose comme ça. Bref, vous voyez, c'est vraiment oubliable comme titre, pas nul, je suis pas passé un mauvais moment de lecture, pas du tout, mais c'est pas le one shot révolutionnaire. Je me suis également décidée à lire Before the Fall qui se trouve à cette place du classement. Alors j'adore l'Attaque des Titans, c'est un manga que j'aime beaucoup, c'était un animé que j'ai adoré suivre. Pas les dessins qui sont pas fantastiques selon moi, qui sont même un peu moches pour être sincère, mais qui allaient bien avec le tout, avec l'histoire, et surtout cette histoire qui était absolument incroyable mais maîtrisée du début à la fin. Et donc on a décidé nous de continuer avec Before the Fall
folle. Et je vous l'avais dit hein, quand j'avais choisi ce titre, bah, que j'étais un petit peu passée, disons que j'avais tourné la page Attaque des Titans, j'étais plus dans la hype en fait et que j'ai dû un petit peu me forcer hein, pour lire ce spin-off, on va dire ça comme ça. Et alors, c'était sympa, c'était pas mauvais, mais alors, il y a 2-3 éléments qui m'ont marqué, je vais vous dire lesquels. Le premier élément, bah, c'est le dessin, qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a l'habitude de voir dans l'Attaque des Titans. Et je parle pas des titans qui sont toujours aussi laids, mais je parle des personnages principaux. Là, vous avez des personnages principaux qui sont... Vraiment, regardez ça, on croirait, bah c'est vraiment un autre manga, c'est très mignonne comme ça. Mais ok, pourquoi pas, c'était peut-être pour mettre en avant la beauté de la jeune fille. L'histoire, là aussi, bon, ça me semble un peu facile en fait, parce que pour faire simple, c'est donc avant l'Attaque des Titans, c'est pour ça que ça s'appelle Before the Fall, et vous avez un jeune garçon qui... alors est né de manière juste un peu étonnante, juste après que des titans aient envahi la cité, et donc on l'a pris pour un enfant de titan alors que c'était un humain. Il a vécu toute sa jeune vie enfermé, et puis un beau jour bah, il arrive quelque chose et il est libéré et il part avec la jeune fille qui a eu un peu pitié de lui, et bah, comme par enchantement il arrive à parler, il arrive à être intelligent, il arrive à faire plein de choses, et je trouvais que c'était quand même assez voilà, c'était assez simple. Je pense que ils sont pas trop au fait de la psychologie. Alors moi je suis pas psychologue hein, mais j'imagine quand même que quand on a vécu toute son enfance bah, dans un cachot, on n'est peut-être pas apte de mener une vie comme il la mène, même si évidemment il est très courageux etc. Donc voilà, c'est très shonen, une enfance difficile, mais il va apprendre auprès d'un maître pour devenir meilleur, et puis pour abattre les titans, et puis ils vont faire les premiers essais avec leur dispositif tridimensionnel etc. Bref, c'est le préquel. C'est sympa, pas indispensable. À la place numéro 11 du classement, encore un one-shot, et c'est Koxinga Z, je ne sais pas. Et alors, c'est un manga que Adrien avait bien apprécié, et je comprends pourquoi. Hein. Là, vous avez des pirates, une île au trésor... une bataille entre des autochtones et puis des colons, voilà, bref, moi, tout ce qui m'intéresse pas de base, mais lui Adrien adore, et lui il avait beaucoup apprécié cette histoire. J'ai trouvé ça sympa, mais parfois un petit peu fouillis, hein. De dire que vous avez des dessins, faut déchiffrer ce qui est en train de se passer, vous n'êtes pas trop sûr de qui fait quoi, et même les chara design, j'étais pas extrêmement fan. Après, l'histoire se tient bien, c'est la lutte entre les colons hollandais qui sont installés sur une île chinoise, et puis les Chinois qui veulent devenir maîtres à nouveau de cette île-là, avec des petits stratagèmes qui ont été mis en place de part et d'autre dans les clans. C'était pas mal, franchement c'était pas mal, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire, ça se lit bien, c'était très sympa, un bon petit one shot. Si vous aimez justement cette thématique, je pense que ça peut vous faire plaisir. Après si c'est pas trop votre délire, bon bah, franchement vous pouvez passer. Vous voyez, il y a les gros bateaux, les grosses batailles, si vous aimez ça, foncez, parce que c'est vraiment disons une bataille un peu entre deux leaders qui s'affrontent un peu à la Boko, à la Kingdom. D'ailleurs ils le disent sur le petit hobby ici. Bon ok, c'est allégé hein mais ça se tient bien, c'est pas mal, surtout si vous aimez la thématique, allez-y. À la place numéro 10, j'ai lu bien tous les tomes que j'avais pas encore lus de Moriarty, c'est-à-dire du 6 au 15. Enfin quand je dis j'avais pas lu, en réalité je me souvenais de quelques bribes de ce que j'avais lu à peu près jusqu'au tome 12, mais j'ai quand même tout relu pour voilà, pas perdre d'informations. Alors Moriarty, voilà. Moriarty, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça nous parle de l'histoire de Sherlock Holmes, mais vu par son ennemi, enfin ici c'est ses ennemis, les frères Moriarty, qui sont en train de mettre en place un plan pour que l'Angleterre ne soit plus sujette aux inégalités de classe. Et pour cela, les frères Moriarty sont prêts à verser le sang, à commettre des crimes et à utiliser aussi Sherlock Holmes dans ce stratagème pour pouvoir enfin faire en sorte que tout le monde soit à égalité et dans une société
plus soumise à la noblesse, au lord, etc. C'est vraiment pas mal. Au début j'ai un petit peu de mal, je vous avoue, parce que je trouvais que le caractère de Sherlock Holmes était un petit peu trop clownesque. Hein. Moi j'aime beaucoup les aventures de Sherlock Holmes écrites par Arthur Conan Doyle, et c'est vrai que je me retrouvais pas dans le caractère de Sherlock Holmes. Je trouve que l'angle d'attaque de cette histoire est très intéressant, voir ça de l'œil des méchants, de comprendre leur fonctionnement, de pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre en place tout un tas de crimes. Mais il y a quand même beaucoup de défauts dans cette série, qui est très bien, hein. Attention, c'est très bien, c'est divertissant, c'est très sympa, mais il y a beaucoup de défauts. Beaucoup de caricatures aussi, vous avez des personnages, bon, vous avez Irene Adler qui se transforme en James Bond, vous avez Jack l'Éventreur, bref, vous avez tout le folklore anglais en fait qui est réuni dans Moriarty. On vous colle un peu tout, donc voilà, je veux dire, c'est à peu près sans fin. Mais c'est pas mal, je suis pas ultra fan, encore une fois. D'ailleurs, on s'est arrêté au tome 15, je crois qu'il y en a encore 2-3 qui sont sortis. On les lira, mais je trouve que il manque un petit quelque chose. En plus, ils sont très dépressifs, les frères Moriarty, je veux dire, vous les lisez, voilà, c'est vraiment, ils sont tous au bout de leur vie. Après, je peux comprendre pourquoi, hein, parce que leur dessin n'est vraiment pas très joyeux, mais vous aussi, ça vous déprime en vrai, quand vous lisez ça. Mais c'est bon, voilà. Après, encore une fois, c'est pas du tout mauvais, c'est sympa à suivre. Parfois les petites actions, les péripéties sont un peu tirées par les cheveux, et puis vous avez beaucoup de clichés, voilà, ils sont tous beaux gosses, bon, ok, non, c'est pas mal, mais ça aurait pu être un peu mieux. À la place numéro 9, nos voleuses préférées, Cat's Eye. J'ai bien aimé ce petit tome de Cat's Eye. Dans la lignée des précédents, toujours des histoires de nos 3 voleuses qui veulent dérober des œuvres d'art de leur père disparu. Et une de ces voleuses est fiancée à un... j'allais dire brigadier de police, enfin capitaine de police, enfin là, en plus là il change de statut, alors je sais plus, bref, un type de la police. Désolée si certains d'entre vous sont dans la fonction. Bref, en tout cas, c'était bien, mais là vraiment ça appuie vraiment sur les petites histoires d'amour, la jalousie avec de nouveaux, nouvelles amourettes ou pas, des nouveaux personnages qui, c'est un peu lourd parfois quand même, j'avoue. J'aimerais bien que l'histoire avance. De toute façon, je crois qu'il en reste plus des masses de Cat's Eye. Quoique, je crois qu'il en reste 3, je crois qu'il y en a 8 en tout. C'est quand même des beaux bébés, hein. Mais bon, j'aime bien la vibe, j'aime bien les dessins. C'est pas mon Tsukasa Ojo préféré. Et bon, je lis ça aussi un peu par nostalgie, mais c'est plus de l'humour d'aujourd'hui, ouais, parfois c'est un petit peu tiré par les cheveux quand même. Mais voilà, c'est Cat's Eye, c'est Tsukasa Ojo, je pardonne, je lis quand même, mais il faut que je sois honnête, c'est à la juste place. À la place numéro 8, un bon titre, mais semi-déception quand même. Pinot, l'intelligence artificielle émotionnelle, un titre de Takashi Murakami. J'avais adoré L'Oiseau Bleu, Le Chien qui voulait voir le Sud, Le Chien gardien d'étoiles, qui m'ont fait tous chialer. Mais Pinot, bah non, c'était un petit cran en dessous pour moi. C'est l'histoire un petit robot intelligence artificielle, parce qu'on est en 2046. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas on utilise l'IA maintenant à fond, et justement il y a tout un questionnement sur leurs droits, leurs sentiments, comment on les traite, etc. J'ai trouvé un petit peu moins de sensibilité dans ce titre, d'autant plus que la structure à laquelle nous avait habitué l'auteur, on ne la retrouve pas vraiment ici. Ici c'est quand même beaucoup plus linéaire, ce qui fait que peut-être on a moins de surprises. J'ai pas très bien compris non plus la toute dernière page là, enfin je dis bah ok, pourquoi. C'était peut-être un peu trop volonté de vous tirer les larmes justement, mais quand on force ça ne marche pas. Et je crois que Mangakam aussi en avait parlé, on est assez d'accord sur le sujet. Ouais, un petit peu en dessous des autres, mais pas mauvais. À la place numéro 7,
colocataires à leur manière. Évidemment, bah oui, je suis obligée de vous parler de ce titre. Quand je l'achète, je le lis immédiatement. J'adore suivre cette petite histoire très simple, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire de cet homme auteur qui découvre la vie avec un chat, puis des chats, puis à nouveau un chat. Et c'est très mignon, on voit comment il forme des liens sociaux également avec d'autres amateurs de ces chers petits félins. Et c'est très drôle parce que vous avez un dessin qui est assez humoristique, vous avez deux visions des situations, celui du chat et celui de l'humain. Et ouais, moi j'aime bien, c'est très sympa et c'est mignon, je passe toujours un très bon moment, c'est ma petite lecture bonbon que j'aime bien, donc voilà. À la place numéro 6 du classement, une nouveauté que j'ai adorée, Kindergarten Wars, dont je vous ai parlé d'ailleurs dans une vidéo. Ça nous parle d'une école un peu spéciale parce que dans cette école maternelle, vous n'avez que des enfants qui sont issus d'une lignée un peu dangereuse, soit des politiciens, soit des yakuza, soit des chefs de clan, soit des personnes connues, etc. Et donc ils ont besoin d'une protection rapprochée parce qu'évidemment ils sont la cible de plein de méchants qui veulent les kidnapper pour des rançons. Et en fait c'est très drôle parce que vous avez un personnage principal qui est très rigolo, cette jeune femme qui s'appelle Rita, qui est une super tueuse à gages. Je vous dis pas pourquoi c'est eux qui sont là, les personnages principaux en tant que protecteurs des enfants, vous le découvrirez, mais je trouve que c'est bien ficelé, ça passe bien, je rigole beaucoup et c'est rare que je rigole dans des mangas et c'est pour ça que j'aime bien. Là aussi beaucoup d'action, un peu à la Sakamoto Days, ouais, ça 100 à l'heure, vous avez tout le temps autre chose, des personnages cool, vous avez envie de découvrir les autres personnages, vous savez encore qu'il y a plein de choses à voir parce que on vous a mis comme ça des bribes d'informations sur d'autres professeurs d'autres écoles, sur encore d'autres personnes qui tirent les ficelles, etc. Donc vous avez envie d'en savoir plus et en même temps vous passez un bon moment. Je sais que tout le monde n'a pas adhéré à Kindergarten Wars, mais moi je vous avoue que j'ai été conquise par ces deux premiers tomes et ouais, j'ai très envie de voir la suite, hein. Autre nouveauté que j'ai découverte et que j'adore, c'est le vendeur du magasin de vélo. Alors on est dans un autre registre, hein. Là vous êtes dans du tranche de vie très calme. Vous avez une jeune femme qui a la trentaine et puis vous savez, elle a passé toute sa vie à dire oui, à pas se rebeller, à être gentille, très renfermée sur elle-même. Et puis elle rencontre ce garçon qui est plus jeune qu'elle et qui lui a un caractère bien trempé, bien affirmé. Et puis ces deux-là étaient faits pour se rencontrer. Vous avez une romance qui se met en place, mais avec des personnages autour qui comprennent ou pas la romance, avec des événements qui vont faire en sorte que leur relation va s'intensifier. J'ai bien aimé, c'était doux, c'était sensible, c'était pas rentre dedans, je trouvais que les situations étaient aussi réalistes. Et j'ai bien aimé en fait ce jeune garçon parce que je trouvais qu'il mettait un peu de modernité et c'est pas de tout timide, voilà, qui ose à peine se toucher la main. Non, lui au moins il met un peu de quelque chose quoi dans la relation. Voilà, et ça fait du bien de voir ça. Je recommande vraiment. C'est un très bon manga, une très belle découverte. Il faut que j'aille me prendre la suite. J'avais déjà dit que je devais prendre la suite. Je n'ai pas encore eu l'occasion. Mais il faut que je le fasse parce que c'était vraiment très bien. Autre nouveauté pour moi, mais vous allez me jeter des pierres hein, parce que vous adorez, je sais, ce manga, c'est Slam Dunk. J'ai lu le tome 2 de Slam Dunk, ce titre culte pour beaucoup d'entre vous, mais que je ne connaissais pas. J'attendais que cette jolie édition sorte. Et oui, c'est une belle édition, hein. Déjà le papier et tout, nickel, ça on peut rien dire. Et j'aime beaucoup Slam Dunk, j'aime beaucoup le personnage principal. Je sais que c'est pas le préféré de tout le monde, mais moi je l'adore, je trouve qu'il est drôle et que en même temps il est un peu hors des clichés parce qu'il se joue, là joue bad boy, mais en vrai il a envie de travailler, il a envie d'être bon, il sait ce qu'il veut. Je trouve ça vraiment très bien. Et pareil, les personnages secondaires qui eux aussi pourraient être clichés, comme celui-ci par exemple, ils ont aussi leurs petits traits de caractère qui détonnent. Et bref, j'ai vraiment envie de découvrir la suite. C'est un plaisir à chaque fois de lire Slam Dunk. C'est tout début, donc j'attends de voir. Visiblement, bien sûr, ça va augmenter en intensité, mais les dessins sont bien, l'histoire est très cool. Un autre titre que j'affectionne tout particulièrement et que j'ai découvert récemment, c'est The Fable. J'ai lu les tomes 4 et 5 et je suis toujours aussi fan de cette licence. Ça nous parle d'un tueur professionnel qui doit se mettre un peu à l'ombre avec ce qui est devenu sa sœur. Et bien entendu, ça se passe pas comme prévu. Là, on voit que les personnes qui les hébergent, elles ont quand même besoin un peu d'elles et que les personnes qui gravitent autour de nos deux protagonistes, sont aussi dans certaines situations qui sont pas jolies. Et
donc voilà, ils les agissent, mais vraiment ce personnage principal, il est excellent. C'est-à-dire qu'il est tellement marrant sans le vouloir que bah, je suis trop contente en fait de lire ce qui se passe. Et même sa sœur aussi, elle est trop drôle. Elle est à un moment donné dans un bar en train d'essayer de séduire un mec pour s'amuser, et donc vous voyez ce qu'elle est en train de penser, vous voyez comment elle réagit parce qu'elle se dit tiens, il faut que j'agisse comme ça, ils adorent. Et puis vous voyez la réaction du type, et puis ça fait mouche. Elle arrive très bien à savoir ce qu'il veut, et c'est vraiment très drôle, super bien. Je regrette de ne pas avoir découvert ça avant. Je passe tellement un bon moment en lisant ça, j'ai que envie de lire ça en ce moment. À la place numéro 2, une découverte que Adrien avait beaucoup aimé, que j'avais pioché d'ailleurs dans sa mangatech, c'est Fleur de Pierre. J'ai lu les tomes 1, 2 et 3 et c'était vraiment très bien. Alors on vous parle de quoi? De la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, mais pas vu comme d'habitude, vu d'un point de vue géographique très spécifique, celui de la Tchécoslovaquie et d'un jeune garçon qui vivait dans ce pays d'autrefois, et comment cette guerre l'a affecté lui, a affecté sa famille, comment est-ce que la politique ambiante aussi touche les gens de son entourage, de son village. Il a plein de péripéties, évidemment, on voit comment est-ce que certaines personnes sont utilisées. C'est assez dur quand même comme lecture, mais c'est une très très bonne lecture, c'est bien raconté, c'est bien dessiné. Je vous en avais parlé dans une sélection du mois, donc je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mettrai à la fin, comme ça si vous voulez avoir plus de détails sur Fleur de Pierre. C'était incroyable de découvrir ce titre là, et de la géopolitique, et puis en même temps la vie de tous les jours, des gens qui essayent de s'en sortir, des espions, d'autres qui veulent juste échapper au massacre, d'autres qui se rebellent. Enfin c'est vraiment très très bien. Et à la première place du classement, City Hunter. Bah oui, vous l'avez vu venir, allez, avouez. Le tome 11, bah oui, oui, c'est complètement subjectif. Oui, c'est parce que j'aime beaucoup trop Ryo Saiba. Oui, c'est parce que j'aime beaucoup trop Tsukasa Ojo et même l'univers de City Hunter. Bien que, je crois que je vous l'avez déjà dit, mais vous avez une histoire quand même avec un gosse où il y a des jeux un peu étonnants. Je trouve ça un petit peu limite. Bon, et voilà, certains m'ont dit, tiens, Dan Dan Dan, je trouve ça sous la ceinture, mais City Hunter, ça passe. Oui, voilà, j'assume mes contradictions. C'est comme ça. Ça c'est numéro 1 et Dan c'est dans les derniers. J'assume complètement parce que City Hunter c'est plus que ça. Ryo Saiba c'est un homme qui a une facette, voilà, de rigolo, mais c'est pour cacher ses sentiments profonds. La psychologie de comptoir. Bref, des histoires toujours aussi palpitantes de notre tueur à gages et de son assistante qui sont là pour protéger surtout des belles jeunes femmes quand il y a besoin. Et Ryo Saiba bien sûr essaye toujours de s'attirer les faveurs de ces jeunes femmes. Mais en fait c'est beaucoup la nostalgie qui parle, mais c'est plus profond que ça n'y paraît. C'est un peu la Madeleine de Proust, hein, voilà. C'est comme ça, mon City Hunter, il est numéro 1 et je l'adore. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Alors je sais que j'ai oublié 2-3 titres que j'ai lus, mais c'est pas très grave. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre lecture favorite de ce mois-ci. Si vous avez envie de bénéficier de 10 € de réduction sur votre première commande d'au moins 20 € sur le site Rakuten, notamment pour acheter des trucs un peu chers comme ça, comme Fleur de Pierre ou comme City Hunter, n'hésitez pas à utiliser mon code, ça vous fait gagner donc 10 € sur votre première commande d'au moins 20 € et moi je gagne aussi 10 points à dépenser sur le site. Donc voilà, ça fait plaisir à tout le monde, et puis ouais, parce que là, c'est quand même 17 € presque City Hunter, elle commence un peu à abuser. Commence un peu à faire mal. Mais enfin bref, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin cette vidéo. Ça aide aussi beaucoup la chaîne quand vous restez. Ça m'aide aussi d'ailleurs et ça me motive beaucoup. Et je vous remercie quand vous vous abonnez parce que ça fait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Puis je vous mets bien sûr la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure où je vous parle de Fleur de Pierre juste là. Salut!